Non, écoute, moi je pense, sincèrement, il est un peu ridicule. À chaque année, on doit parler la même chose, la même chose, la même chose. C'est-à-dire et c'est comme ça que nous perdons même la valeur d'un peuple comme tel. Tu vois? Chaque période électorale, c'est le même dossier qui revient, même revendications, la même chose. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit beaucoup plus responsable dans ce qu'on fait. Quand on regarde un peu la situation telle qu'elle est, rappelez-vous, madame, à 2006, c'est le même revendication. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il manque cela. Et la communauté internationale intervient toujours. Okay. En 2011, il ne faut pas oublier que le gouvernement a financé l'organisation des élections sur fonds propres. Moi, je parle de 2006. Hein. Je donne un cheminement historique. Oui. Ça veut dire, à 2006, il y a eu le même problème. À 2011 aussi, il y a eu le même problème, malgré qu'il y a eu le financement du gouvernement. Mais les résultats, nous les connaissons. Il était d'un côté contesté, d'un côté appuyé, etc. Alors, c'est pour vous dire quoi, madame? Il faut qu'à un moment donné dans ce pays, que nous prenions conscience, que nous mettions l'intérêt du Congo avant nos propres intérêts. Le jour où on arrivera à dissocier les personnes et l'État, vous allez voir que le Congo va marcher sans épine. Aujourd'hui, en fait, moi je pense que le calendrier actuel, il y a un petit problème, il y a un petit souci. Mais personnellement, avant de le livrer à la presse, j'aurais voulu avoir un entretien avec l'abbé Malo Malo. Vous savez, madame, mais que reprochez-vous à ce calendrier? La presse ne résout pas tous les problèmes. Il y a des choses qu'il faut dire en face à la personne concernée. Je viens vous dire, madame, est-ce que vous pouvez vous imaginer les revendications de 2006? C'était avec l'abbé Balma. C'est le même qu'on a aujourd'hui. À chaque fois, et rappelez-vous à cette époque, les élections, on devrait commencer par les locales, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas les moyens, on a renversé, on a commencé par les présidentielles. Et à cette période-là, je me rappelle, même la communauté internationale avait appuyé. Le contexte n'est pas le même. Avait appuyé ça. Le contexte n'est pas le même aujourd'hui. On n'est pas en 2006. Non, madame, le contexte des élections ne change jamais. S'il vous plaît, le gouvernement n'a pas dit qu'il n'avait pas d'argent pour ces élections. Il ne l'a pas dit. Non. Je vous demande de moi, réagir je ne parle même pas par rapport au calendrier. Je ne parle même pas du gouvernement, de ceci. Moi, je parle des principes. Qu'est-ce que vous reprochez à ce calendrier? Moi, je vous dis très sincèrement. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous savez, les élections même. Les élections. Là, vous vous demandez de soigner la fièvre, ça s'attaque au microbe. Votre question là. C'est quoi? Vous voulez que moi je soigne la fièvre, ça s'attaque aux les microbes selon vous? Le calendrier, en fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est d'abord la confiance entre le peuple et la direction de la CENI. Il faut poser des actes, il faut ramener cette confiance. Comment? Si les acteurs en présence, parce que la CENI, c'est quoi? La CENI n'est qu'un organe technique d'arbitrage. Mais ce sont des familles politiques qui vont aller aux élections. C'est le peuple congolais. Moi, je pense, madame, il serait nécessaire d'avoir une table ronde avec les acteurs en présence et prendre des décisions de manière consensuelle. Dès que vous y allez quelque part, vous lancez une décision, vous croyez que c'est celui-là qui va amener le peuple vers les élections, la paix, ça va toujours créer des problèmes. Ce calendrier est contesté. Ce qui est vrai, c'est contesté. Madame, ce calendrier, vous y allez, même aux gens des faits fonds, ils vont vous le dire. Joseph Olenga, soyons réalistes, les pieds sur terre. C'est avec le réalisme que je vous donne des réponses, moi. Pour contester. Avec non seulement le réalisme, mais avec beaucoup plus d'objectivité. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez à ces calendriers? Moi, personnellement, je vous ai dit qu'il y a des choses que je ne dirai pas ici. Je lui verrai moi-même et je lui dirai. Ce qui est important dans les élections, c'est quoi? C'est avoir la confiance de la population. Si à chaque fois, nous allons être un pays livré comme des acteurs théâtrales et électoraux, à chaque fois des problèmes, alors nous amenons l'avenir du Congo vers où? Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut que la classe politique se concerte d'abord pour trouver un calendrier électoral consensuel. C'est bien cela, si je vous ai bien compris. Mais c'est ça la mission de la CENI, madame. Ouais. Mais justement, j'ai une autre question. L'opposition est valablement représentée et au bureau et à la plénière de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ces délégués ils s'y trouvent, ils en ont conçu de manière consensuelle, permettez-moi la répétition, ils en ont conçu de manière consensuelle ces calendriers, je présume, avec le président de la CENI. Alors, de quel autre consensus parlez-vous aujourd'hui? Alors, parce que vous dites que l'opposition est représentée dans le bureau de la CENI, etc. Et à la plénière. Et c'est de manière consensuelle. Ben, allons-y alors, on verra les résultats. Allons-y. Parce que ça va. De jouer à l'hypocrisie. N'êtes-vous pas hypocrite? Vous savez, sinon, madame, pourquoi vous ne référez pas vos délégués à la CENI? Ces réunions, ce n'est pas la Bible. Qui vous dit qu'à la CENI, on fait la Bible?
et qu'il n'y a personne qui peut contredire. Mais n'est-ce pas de l'hypocrisie et de la mauvaise foi? Non, vous avez vos délégués, vous les retirez pas, vous les laissez travailler. Le problème, ce n'est pas Olengakoy, madame. C'est le peuple qui n'a pas confiance. Ce n'est pas Olengakoy. Vous êtes le délégué du peuple, justement. C'est pas Olengakoy. Je vous dis très sincèrement, madame. Vous savez, même Jésus, le Fils de Dieu, quand il était avec ses apôtres, à marcher avec eux à un moment donné, il s'est posé la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Moi, je crois, même l'abbé Malomalo, c'est un homme de Dieu. À un moment donné, il doit se poser cette question. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Alors, je pense, ce qui est important, c'est le Congo. Je pense, ce qui est fondamental, c'est le Congo. Je pense, c'est notre peuple qui a la décision finale pour l'avenir de ce pays. Alors, si le peuple dit, à travers ses dirigeants, qu'il faut qu'il y ait des négociations et que nous sortions des décisions consensuelles pour qu'ensemble, ça dépasse les niveaux des délégués de la CENI, madame. Là, ça devient au niveau des leaders, des acteurs appropriés. Ce n'est pas un problème comme j'ai attendu dans les reportages des décans, les uns qui crient non, on conteste tout, d'autres qui disent non, ça veut dire les autres ne sont pas prêts. Non, moi je ne suis pas ici pour voir question d'attaque opposant ou attaque pouvoir. Non, non, moi avec beaucoup d'objectivité. Je vais vous prendre au mot. Pour l'intérêt de notre peuple. Vous réclamez aujourd'hui un dialogue autour du calendrier électoral. Moi, je vous ai vu aux concertations nationales. Vous avez pris part à ces assises. Ouais. Et de quel autre dialogue vous parlez? Lors des concertations nationales, on a longuement parlé des élections. Non, madame. Aujourd'hui, il faut réclamer un autre dialogue. Mais c'est quoi ça vous êtes un journaliste professionnel. Moi, j'ai beaucoup d'admiration quand je te vois présenter les émissions. Merci beaucoup, c'est gentil. Répondez tout de même. Apparemment, vous commencez à avoir les trous de mémoire. Mais pas au même moment. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Pas du tout. Ça veut dire... Je parle des faits. Je vous ai vu parler du peuple, concertations nationales. On a beaucoup parlé d'élections. Ça n'a rien à voir avec l'affaire des élections. On a parlé d'élections là-dedans. Dans les concertations, madame, on a parlé sur l'autopsie de l'état de la nation. Vous vous reniez aujourd'hui? Non, non, je ne me renie pas et je soutiens toutes les résolutions de concertation nationale. C'est-à-dire, au niveau des concertations, c'est une chose, madame. Ça, c'était des grandes. Mais ici, on parle des élections. C'est une branche technique et spécialisée. C'est des élections. Il y a une loi sur ça. L'abbé Malomalo seul ne peut pas changer la volonté. Il n'a pas la compétence de changer ni la formule, ni les fonds, ni la forme. Il ne peut pas. S'il le fait, c'est la haute trahison qui est établie. Selon vous, alors, il faut qu'il y ait les acteurs à présent qui viennent, qui se concertent, qui assemblent, ils dégagent des décisions. Selon vous, qui doit rédiger ce calendrier électoral? Vous voulez faire passer toute la classe politique pour des experts électoraux, c'est bien cela? Non. Là, nous ne partons pas pour les élections bâclées. Qui sont les acteurs? Les acteurs aux élections, répondez à votre propre question. Les acteurs, ce sont la classe politique. Ça veut dire que c'est eux qui vont définir les règles des jeux. Vous savez, madame, celui qui ne joue pas ne définit pas les règles des jeux. Et même quand on les définit, il faut les faire endosser aux joueurs. Mais si les joueurs ne veulent pas, ça va poser problème. Donc moi, je pense qu'ici, il faut absolument qu'on comprenne que ce qui est plus important, c'est le Congo et nous devons dégager des décisions de manière consensuelle. Je voudrais prendre une dernière question avant de passer à un autre dossier. Vous avez entendu les envoyés spéciaux de la communauté internationale pour les Grands Lacs exiger de l'abbé président de la CENI un calendrier global. Dans le fond, ça change quoi? Calendrier partiel ou global, ça change quoi selon vous? Ça change beaucoup. Parce qu'en fait, la mission de la CENI, c'est de faire le calendrier global. Ce n'est pas partiel. Non, non, il faut qu'il y ait un calendrier global. Et puis, il faut qu'il rassure aussi sur le plan du budget. C'est là où même notre pays menait beaucoup dans les ridicules. Toute cette communauté internationale, ils ont le droit de regard parce qu'ils contribuent. À partir du moment où ils contribuent. En 2011, ils n'ont que 5%, pas grand-chose. Madame, même il y a des États ici où la communauté internationale, d'abord les élections, c'est une matière de la souveraineté d'un État. Oui. Normalement, quand on contribue même 1% par l'étranger, ils ont le droit de contrôler. C'est une faillite au niveau de l'État, madame. C'est même ça notre faiblesse ici. En fait, on ne peut pas être trop orgueilleux parce qu'on sait qu'on n'est même pas indépendant. On est dépendant sur plusieurs choses. Madame, quand on suit la télé, vous regardez même les écoles. C'est elle qui a la communauté, l'organisation qui a construit une école. Nous sommes encore à ce niveau-là. Et vous allez parler de la souveraineté. Non, écoute, ce sont des partenaires auxquels on ne se débarrassera jamais d'eux, demain ou après-demain. On est condamné. Sur le plan de la sécurité de notre pays, sur le plan de l'éducation, sur le plan électoral et sur même la bonne gouvernance.
On a compris. Donc, on doit tenir compte de ces gens-là. D'accord, on va passer à autre chose. Merci. Avec leur visage de partenaires parfaits et d'alliés sûrs, au-dessus de tout soupçon, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, beaucoup d'ambassadeurs en poste à Kinshasa s'emploient à s'immiscer un peu trop au goût du président de la République dans les affaires internes de la RDC, pays d'accueil, pourtant un État souverain. Ils ont tout simplement été rappelés à l'ordre par le chef de l'État la semaine dernière. Joseph Kabila l'a également signifié aux envoyés spéciaux de la communauté internationale qu'il a reçus il y a quelques jours. À l'opposition, l'on crie au scandale. Qui a tort, qui a raison? On en parle tout de suite après ce reportage. Ils étaient tous attendus ce samedi 31 mai au Palais de la Nation. 65 ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo présents à Kinshasa ont répondu à l'invitation du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui leur a transmis sa communication relative à la situation générale du pays. En présence de 2 présidents des chambres parlementaires et coprésidents des concertations nationales, le chef de l'État a évoqué les aspects sécuritaires, économiques ainsi que les questions d'ordre politique et de consolidation de la démocratie avant d'appeler le corps diplomatique à aider la RDC à atteindre la vision qui est la sienne dans ces contextes. Au sortir de cette entrevue de plus d'1 heure, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, a fait le compte-rendu de la rencontre. Parlant de la situation sécuritaire, le président s'est félicité de ce que désormais on aura de moins en moins à parler de la guerre à l'Est, mais qu'on parlera de plus en plus de la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo, en appelant tous nos partenaires à nous soutenir dans cet effort de reconstruction. Il a donné un état de la situation du désarmement volontaire d'un des derniers groupes armés, les FDLR, qui est en train de se dérouler de manière satisfaisante. Et il a abordé les questions économiques pour confirmer l'amélioration du cadre macroéconomique. Il a parlé d'un phénomène plus ou moins criminel qui se déroule maintenant dans certains pays à l'extérieur. Il a parlé de quelques pays européens, notamment la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, d'un pays américain, les États-Unis, peut-être aussi le Canada. Le phénomène dit combattant, où des jeunes personnes d'origine congolaise, souvent avec la nationalité de ces pays-là, se permettent de développer une idéologie xénophobe. Une idéologie dangereuse, pas pour les individus que nous sommes, nous, animateurs d'institutions congolaises, mais dangereuse pour la sécurité de la République démocratique du Congo, dangereuse pour la paix dans notre pays, des idéologies qui tendent notamment à exclure du tissu national certains groupes communautaires, certains groupes ethniques. Après le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, c'est le tour des envoyés spéciaux et représentants des organisations internationales de rencontrer le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'entretien a eu lieu à son cabinet de travail de la Gombe à Kinshasa. Il s'agit de Madame Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, Boubacar Diarra, envoyé spécial de la présidence de la Commission de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Cohen Vervaek, haut coordonnateur de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, et Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'évaluation de l'accord cadre signé à Addis Abeba, les processus électoraux et militaires ont été au cœur de leur échange. Avec le chef de l'État, ils ont noté des progrès dans la mise en œuvre de l'accord cadre et les processus militaires. Pour sa part, le président Joseph Kabila, dont on n'ignore pas la franchise dans le langage, a confirmé la teneur des propos tenus le week-end dernier face aux diplomates accrédités en RDC, tout en insistant avec fermeté sur le respect strict de la souveraineté de la RDC, de la Constitution et des lois de la République. On a eu un très bon échange
J'ai commencé par dire au président que vraiment on avait beaucoup de progrès avec l'accord cadre du 24 février de l'année dernière, avec le M23, avec le processus militaire contre l'ADF. Et maintenant, on commence avec le FDLA de voir qu'il y a des gens qui déposent des armes. Nous voulons vraiment encourager ce processus. C'est aussi nécessaire d'avoir le track militaire si c'est nécessaire, mais vraiment, nous espérons que ça va aller en avance avec le déposer des armes et le DDR. Le président de la République a haussé les tons face aux ambassadeurs qui s'ingèrent trop, selon lui, des affaires internes de notre pays. Avait-il raison de le faire ou pas? Ben, écoute, de toute façon, par ses prérogatives, c'est lui le garant de la nation, celui le président de la République, il est chef de l'État. Par ses prérogatives, et puis d'ailleurs, il y a même une juste coutume qui établit que le président de la République peut recevoir les ambassadeurs des corps diplomatiques à chaque fin de l'année pour un échange de vœux, etc. Bon, ça c'est faux, ça ne se fait pas là, moi je ne saurais pas le dire, mais je crois que les racontes à soi est naturel, hein, est naturel, est traditionnel, est responsable. Ok? Bon, je ne vois pas là où on peut empêcher le chef de l'État de recevoir des pays amis. Mais ce qu'il a parlé, par exemple, sur leur ingérence sur les problèmes internes du pays. Mais l'ingérence, de toute façon, la présence de la MONUSCO ici, c'est déjà une ingérence. Non, la MONUSCO a été invitée par le gouvernement congolais. Mais je vous dis, mais c'est ingérence dans les dossiers de la souveraineté du pays. Bon, si on était vraiment à mesure de tout, on n'aurait jamais invité la MONUSCO. Hein. Ça, il y a des ambassadeurs congolais même aux États-Unis d'Amérique. Hein? Non, mais je vous dis, c'est raisonnable. Ce n'est pas pour autant qu'ils se mettent des affaires internes aux États-Unis d'Amérique. C'est un raisonnement qu'il faut bien suivre. Hein. C'est-à-dire, il y a la MONUSCO ici. On les a invités. Ok? Ils se trouvent sur l'ensemble du pays. Ok? Donc, vraiment, ils touchent tout ce qui est dans les rapports de souveraineté d'un État. Ok? Bon. Et les diplomates, là, aujourd'hui, il faut reconnaître que dans ces pays, il y a toujours eu cette ingérence. Rappelez-vous du dossier de la Troïka occidentale, même éditat du maréchal Mobutu. Mais c'est déjà qui s'est géré. Ce qui est plus important, c'est d'examiner, de faire un forum, arriver à ce que les corps politiques congolais étudient pourquoi nous devons toujours être un pays dépendant. Tant qu'on est dépendant de ces gens, ils vont toujours continuer à se gérer. Nous ne sommes pas le seul pays indépendant, Joseph Olenga. Nous ne sommes pas le seul pays indépendant. Mais justement, c'est ça qu'il ne faut pas. Vous voyez, les diplomates étrangers s'ingérer des affaires des Rwandais, par exemple. Nous devons sortir du lot. On ne doit pas se contenter. Le Congo, c'est un grand pays, madame. Nous sommes aujourd'hui... Le Congo seul, c'est la dimension d'un continent. C'est toute l'Union européenne et le Congo. Donc, on ne doit pas toujours dire que non, nous ne sommes pas le seul. Non, nous devons sortir de l'ordinaire. Si le Lumumba... Vous avez vu à 60, quand Lumumba a crié ici, il a dit indépendance, non seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. On ne l'a pas eu. Quand vous regardez ce qui se passe à travers le monde, même dans les discours auxquels Mobutu disait ici, que le Congo a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve. Donc moi je crois, il faut prendre la dimension de notre pays. La fierté nationale de notre État. On ne l'a plus. On l'a perdu. Alors comment voulez-vous empêcher ces gens à recevoir qui veulent, Non, ça c'est tout à fait autre chose. Il faut que nous fassions un effort pour donner à l'État sa dimension, sa puissance. D'accord, je veux bien. La véritable instauration des corps de l'État. C'est là où se trouve le problème. Je veux bien tout ça. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, un ambassadeur par exemple, qui veut recevoir X ou Y, il serait difficile au chef de l'État de mettre le vœu qu'il peut recevoir ou pas. C'est très difficile. Mais je pense que, moi personnellement plutôt, j'aurais préféré que le président de la République transmette ce vœu à travers le ministre des Affaires étrangères. Je crois que le ministre des Affaires étrangères est le courroie de transmission entre les institutions du pays et ces corps diplomatiques-là. Il nous aurait dit que voilà, la République démocratique du Congo aurait souhaité que désormais vous n'arriviez pas à faire ça. Ça aurait été beaucoup plus élégant. D'accord, j'ai compris. À mon sens. Hein. Mais cela n'empêche que le président de la République, dans ses prérogatives en tant que garant, il pense qu'il peut directement dire aux ambassadeurs, eh bien, moi je crois que ça c'est l'opinion de chacun.
D'accord, je veux bien. Vous êtes opposant, Joseph Olenga-Nkoy, et ami à beaucoup d'ambassadeurs. Donc cette affaire vous concerne au premier plan. Mais dites-moi, plus de 50 ans après les indépendances, n'avez-vous pas honte de toujours recourir à l'homme blanc pour régler vos propres problèmes? Mais plus de 50 ans après l'indépendance, mais je vous ai dit tout à l'heure, plus de 50 ans après l'indépendance, il y a quand même la MONUSCO qui est ici, qui est au front pour défendre les intérêts. Est-ce que vous savez que l'action militaire relève de la souveraineté d'un État? Mais la MONUSCO est là. Mais il ne faut pas parler de 50 ans. Il y a d'autres pays également. Il ne faut pas parler de 50 ans. Il faut voir quel est le progrès que l'État congolais a fait dans 50 ans pour être réellement un État souverain. Mais est-ce que vous, ça ne vous gêne pas d'aller toujours chez les ambassadeurs pour critiquer votre propre pays? N'avez-vous pas honte de le faire tout le temps? Vous savez, madame, les ambassadeurs critiquer le pays, je ne pense pas. Et je pense que même ces ambassadeurs n'ont pas ce temps-là. Mais il y a des échanges diplomatiques qui sont réglés dans les conventions de Vienne, dans les conventions de Rome, dans beaucoup d'autres arsenals juridiques internationaux qui, on ne peut ne pas le faire. C'est-à-dire, le rôle d'un ambassadeur, c'est de donner à son pays le véritable thermomètre de l'État auquel il est accrédité. Ça veut dire, dans cet État, il y a un État démocratique, il y a l'opposition, il y a la mouvance présidentielle. C'est-à-dire, un ambassadeur doit tamiser et donner un rapport juste. Et pour donner ces rapports, il faut rencontrer les deux côtés. Mais est-ce qu'il a le droit de s'ingérer même dans les affaires internes d'un pays? Quand les ambassadeurs disent et exigent au président de la CENI la publication d'un calendrier global plutôt qu'un calendrier partiel, ont-ils le droit de le faire? Vous voyez un ambassadeur congolais le faire en France. Hollande a reporté les élections locales en France. Avez-vous entendu l'ambassadeur congolais s'immiscer dans les affaires internes de la France? A-t-il le droit de le faire? Mais vous êtes en train de comparer ce qui ne peut pas être comparé, madame. En fait, il s'ingère pourquoi? OK? Mais quand vous dites par exemple que non, on n'a pas d'argent. Et chaque année, même discours, il n'y a pas d'argent pour faire ça, ça, ça. Mais les ambassadeurs vont vous dire quoi? Nous allons vous donner l'argent, mais vous devez respecter cela. Mais les enfants, par exemple, dans la maison, quand on va payer les Minerval, on dit quoi aux enfants? On paye, mais si vous ne réussissez pas, je ne paye plus, on va vous l'enlever de cette école-là. OK? C'est ce qu'on dit, non? Madame, il faut retenir une chose. Dans l'histoire du monde, la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Donc, on ne peut pas s'en passer. C'est là, on revient même sur la question de la CENI. Même le financement de la CENI. Est-ce que vous savez que ce sont des actions qui relèvent de la souveraineté d'un État? On ne peut pas lui demander l'argent à l'extérieur. Est-ce que vous le savez? C'est interdit même à un parti politique de prendre l'argent de l'extérieur pour faire sa campagne électorale. Autant pour l'État. L'État ne peut pas prendre l'argent de l'extérieur pour faire les élections. Les élections, c'est quelque chose qui émane de la souveraineté de l'État. Alors moi je pense, ici, il faut voir les choses de la globalité. Là, vous allez aider nos gouvernants à comprendre réellement qu'ici, nous devons faire un effort pour donner l'État congolais sa forme et son fond. Tant que nous allons toujours commencer à soigner la fièvre, ça s'attaque aux microbes, on aura toujours le même problème. Et si vous regardez aujourd'hui, de plus en plus, les Congos, les grands Congos, son profil est en train d'aller petit à petit à la descente. Alors, moi je pense que ce n'est pas un problème qui concerne uniquement Joseph Kabila, ce n'est pas un problème qui concerne seulement ceux qui sont dans les institutions, c'est un problème qui concerne tout Congolais, acteurs politiques que nous sommes. Avoir une concertation d'éveil de conscience pour comprendre que nous devons relever les défis de notre pays. Malgré cette mise en garde sévère et ferme du président de la République aux ambassadeurs, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique ne s'est pas empêché, Russ Van Gold, de critiquer les calendriers de la CENI et d'exiger le départ du président Kabila avant fin 2016. C'est à la limite de l'insulte. Mais tout ça, madame, ce sont des langages diplomatiques. Vous savez, les langages diplomatiques sont différents à un langage politique. Ce sont des langages diplomatiques qui peuvent déclarer ce qu'ils veulent, mais tout dépendra aussi de la manière dont l'État congolais va faire les choses, madame. Vous savez, c'est pour ça que dans la vie, il faut avoir un principe fondamental. Nous, ici, par exemple, en Afrique, Dieu nous a donné des grandes valeurs qu'on n'utilise pas. Nous réglons des problèmes autour d'un arbre, autour d'un feu, on règle nos problèmes. Mais aujourd'hui, on préfère aller régler nos problèmes toujours en incorporant ces mêmes gens que vous contestez aujourd'hui. Mais ces mêmes gens sont incontournables. Ils ont fait asseoir leur État. Et leurs États sont devenus tellement incontournables qu'ils sont obligés de résoudre des problèmes qui se trouvent dans d'autres États, dont les nôtres. Alors, à partir du moment où nous-mêmes nous arrivons à résoudre nos propres problèmes, on parle des droits de l'homme, ok. Nous mettons l'ordre sur les droits de l'homme. On parle de la mauvaise gestion, ok. On met l'ordre de la mauvaise gestion. On parle de ceci et de cela. Madame, vous ne verrez plus jamais ces gens
entrer dans nos problèmes. Joseph il y a des États qui sont arrivés à ça. S'il vous plaît, et si la République démocratique du Congo renonçait à l'aide internationale, survivrait-elle ou pas? Ça, c'est une question qu'il faut demander aux gouvernants. Parce que c'est eux qui ont réellement les véritables thermomètres de finances du pays. Ça, c'est une question qu'il faut les demander. Mais je pense, moi, de manière en tant que quelqu'un de l'extérieur, je pense que le Congo a tout ce qu'il faut, sincèrement, pour vivre, parce qu'il y a une période que vous connaissez dans ce pays, mais le Congo n'avait pas tous ces problèmes de demande extérieure, d'aide extérieure, on n'en avait pas. C'est la déstabilisation du pays, des guerres continues, des trucs tout ce qui s'est fait dans ces pays, qui a fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller dans des histoires d'aide, etc. Mais l'État congolais, à soi, Dieu l'a tout donné. Madame, ce pays, c'est l'une des plus belles femmes de l'Afrique. Et tout le monde la va en mariage. Il faut savoir gérer l'avenir. Vous aimez beaucoup les mariages, vous. La même communauté internationale qui exerce toutes sortes de pressions sur le président Joseph Kabila est incapable, par exemple, de contraindre Paul Kagame à récupérer ses compatriotes FDLR qui ont déposé les armes ici chez nous. Pourquoi, à votre avis? Et que doit faire l'homme congolais? On va s'arrêter là. Que doit faire l'homme congolais pour se faire respecter sur le plan international? Pour faire partir les FDLR, on n'a pas besoin de la communauté internationale. Ils ont déposé les armes par eux-mêmes. Nous sommes un État souverain. Nous avons accueilli les FDLR dans notre pays. Ils partiront le jour où on décidera. Et ça, il faut qu'il y ait une diplomatie agissante et active entre nous et la République du Rwanda. Ils ont déposé les armes, ils veulent rentrer chez eux, mais Kagame ne veut pas, il n'en veut pas. Mais ils l'ont obligé, madame. Vous savez, en fait, le président Kagame n'est pas Dieu. C'est un être humain. Il a aussi des erreurs. Moi, je pense refuser les ressortissants de votre pays qui ne peuvent pas rentrer dans le pays. Sincèrement, ça c'est se donner vraiment un pouvoir qui est au-dessus. Parce que autant M. Kagame est rwandais, autant l'FDLR est rwandais. Les gens qui ne veulent pas, à ma connaissance, ce sont des gens qui sont plongés dans la génocide rwandaise. Mais l'FDLR, il y a des enfants qui sont nés là dans leur refuge dans les montagnes de Kivu, qui ont pratiquement 30 ans maintenant ou 20 ans. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le génocide? Mais comment la même communauté internationale n'est pas capable de contraindre Kagame à recevoir ses compatriotes-là et organiser un dialogue inter-rwandais? Est-ce que la communauté internationale a déjà fait une déclaration de leur incapacité de résoudre ces problèmes? Mais elle n'arrive pas à le faire, on les voit, on les constate par le fait. Madame, les faits sont têtus, ils sont là. Je peux vous rassurer, madame. Est-ce que vous savez ce que c'est la communauté internationale? Dites-le, moi j'aimerais bien le savoir. Votre définition à vous de la communauté internationale. C'est un mot qu'on dit toujours communauté internationale. C'est quoi votre définition? La communauté internationale, c'est les Nations Unies. C'est ça la communauté internationale. Et à travers les Nations Unies, il y a des pays, des conseils de sécurité, les membres permanents. C'est ça le vrai communauté internationale. Parce que toutes les décisions proviennent d'eux. Et vous pensez que de tous ces gens-là, les FDLR ne sont pas encore rentrés chez eux jusqu'aujourd'hui? C'est un processus. C'est un processus et tout dépendra de la manière dont nous allons nous déterminer. Parce que dans les cas contraires, la République démocratique du Congo peut s'arranger avec d'autres nations et les déposer dans ces pays-là, quitte à ces pays de négocier avec le Rwanda pour leur retour. On a plusieurs pays que la République peut faire une diplomatie agissante, notamment la Tanzanie, notamment le Burundi, notamment l'Ouganda, notamment il y en a beaucoup d'autres pays auxquels on peut demander que nous les avons hébergés. Autant d'années, ça nous a causé beaucoup de malheurs. Alors, nous les déposons dans vos pays et vous, maintenant, compte tenu de vos relations avec le Rwanda, vous pouvez maintenant faire une diplomatie agissante pour que ces gens retournent dans leur pays. Madame, Kagame ne peut jamais refuser, ça serait une bombe à retardement. On espère que votre recette réussira. Serait-ce le début de la désescalade entre Kinshasa et Brazzaville après les sombres épisodes de violences et cruelles expulsions de 146 800 de nos compatriotes de ces pays voisins? L'on est tenté d'y croire. Les officiels des deux capitales les plus rapprochées au monde que tout divise actuellement se sont retrouvés à Kinshasa en début de semaine pour une commission mixte spéciale autour de cette question. Dans la foulée, une équipe d'experts a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et réparer les torts causés aux expulsés ainsi qu'aux refoulés forcés. Du coup, la tension baisse d'un cran, même s'il reste encore quelques frondeurs, comme vous allez le voir. Plusieurs questions taraudent les esprits des officiels congolais, hôtes de cette 4e session mixte défense-sécurité RDC Brazzaville. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en droit de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement de la République sœur du Congo a provoqué
Et c'est là en violation flagrante de la Convention sur l'établissement et la circulation de personnes et de biens si haut évoqués. Pourquoi brusquement ces expulsions massives sans aucun respect des droits humains, en faisant subir des exactions de tous ordres à ceux qui, hommes, femmes et enfants, croyaient être parmi nos frères et sœurs de par les liens historiques et des consanguinités existantes entre les deux peuples. Le gouvernement de la République démocratique du Congo voudrait aussi connaître les motivations qui ont poussé les services de migration de la République du Congo à fouler au pied de manière unilatérale les accords existants, en refusant l'accès sur votre territoire à les ressortissants de mon pays, détenteurs de laissez-passer réguliers, ce qui a évidemment provoqué une réaction prompte de mon gouvernement par l'application des mesures de réciprocité. Au 1er juin, la DGM a enregistré 140 800 expulsés et refoulés malgré les différents émissaires du président de la République auprès de son homologue d'en face. Le ministre de l'Intérieur et chef de la délégation de Brazzaville a justifié ces opérations par la traque des Koulouna, des criminels, des prostituées et autres fossoyeurs des banques opérant dans son pays et qui se recrutent parmi les Quinois. Sur les 500 000 Congolais de la RDC présents dans son pays, seuls 2000 auraient été conduits. Déclaration de l'émissaire de Sassou Nguesso qui dit vouloir régler par le dialogue cette crise aux conséquences fâcheuses pour les deux États. Par la signature de cette nouvelle convention sur la libre circulation des personnes et de leurs biens dans leurs États respectifs, Kinshasa et Brazzaville décident d'enterrer la hache de guerre. La 4e session de la commission spéciale Défense et Sécurité a également mis en place une équipe d'enquête mixte pour élucider les monstruosités qui ont entouré les expulsions de 146 800 Congolais de la République démocratique du Congo, de ces pays voisins. Objectif : établir les responsabilités et réparer les préjudices infligés aux compatriotes de Joseph Kabila. Ainsi en ont décidé les officiers de deux pays. Je salue la volonté politique des gouvernements de nos deux États de régler ce différend par la mise sur pied d'une équipe d'enquête mixte de la Commission spéciale défense et sécurité qui va permettre d'avoir une compréhension commune de cette délicate situation et d'envisager la réparation des préjudices subis par mes compatriotes. Car il s'agit de la souffrance de l'homme et parfois dans son intimité la plus profonde. Il est donc important de connaître la vérité pour vider nos cœurs et réchauffer davantage nos relations. Entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, il ne devait pas avoir de malentendus, car si jamais il venait à surgir, très rapidement nous avons des mécanismes pour en trouver des solutions. Je ne suis pas de nature à accepter des rencontres avec Congo-Brazzaville. Je rejette toutes les résolutions. Je rejette la diplomatie dictée par la peur. Il a fallu coup sur coup. Il a fallu préalablement la rupture des relations diplomatiques, la rupture du commerce, l'expulsion de tous les Congolais de Brazzaville et après, coup sur coup, à ce moment-là, on pourra faire après une commission pour négocier. Nos compatriotes ont été chassés tels des chiens du Congo-Brazzaville. Partagez-vous pas le point de vue de Franck Diongo que nous venons d'entendre, qui pour lui, nous devions répondre au coup par coup? Mais vous savez, madame, la situation de Brazzaville, avec l'expulsion de nos compatriotes, c'est une situation, je vous dis très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un pays en Afrique, ici, au monde, qui a connu ce que nous avons connu. Ça, c'est le pire de l'histoire. Je pense aussi que Diongo n'a pas totalement tort, mais dans la vie, il ne faut pas croire que quand la manière dont les choses se sont résolues et que les Congolais ont oublié, parce que ce qui est plus fondamental, ce n'est pas ce qu'ils ont résolu là-bas. On va vivre l'avenir. Je vous dis, c'est une humiliation terrible. J'ai entendu parler que non, c'est des prostituées. Mais madame, les Congos ici, on ne connaissait pas la prostitution. C'est à Brazzaville
où il y avait des Risses qui faisaient la prostitution là-bas, avec leurs propres autochtones. C'est de là que nous avons appris ça. Au Congo-Kinshasa, c'est une culture qui n'existait pas. C'est connu. Alors, aujourd'hui, on parle de prostitution. Le phénomène est Kuluna. Mais le phénomène est Kuluna, madame. Mais c'est partout. On les voit même à Brazzaville. Et alors qu'ils disent que non, maintenant, c'est un peuple qui est sain de culture. Les Congolais, c'est des braqueurs, des banques, des voleurs. Qui sont devenus des voleurs, etc. Mais non, ça c'est vraiment... Madame, vous le savez, nous sommes un peuple ici en Afrique auquel même l'Occidentaux savait distinguer quand on était en mélange avec d'autres nations. Alors, il ne faut pas qu'aujourd'hui ils disent que non, il y a eu ceci. Non, c'est qu'il y a eu, il y a quelque chose derrière cette histoire. C'est quoi selon vous? Par rapport... Mais c'est ce qu'on est en train de chercher à savoir. Il y a quelque chose, madame. Ils ont humilié un peuple à telle dimension. Moi, j'apprécie, je félicite même l'attitude maîtrisante du ministre de l'Intérieur. Madame, tout le monde est énervé sur ce dossier. Hein? Lui, au moins, il a contenu son sentiment. Mais je vous le dis, tout le monde est énervé. On ne peut jamais accepter l'humiliation d'un peuple. Mais c'est un grand pays, la République démocratique du Congo. Même en termes d'évasion, madame. Si aujourd'hui, sans armes, on demande à notre peuple, rien que c'est de Kinshasa, d'envahir Brazzaville, il n'y aura plus quelqu'un qui va y résister. Ici à Kinshasa, nous sommes plus ou moins 12 à 14 millions d'habitants. La République populaire du Congo-Brazzaville, je crois qu'il nage autour de 3 millions. 4 millions plus ou moins. Voilà, 4 millions avec les mêmes Congolais qu'ils ont expulsés. Alors moi, personnellement, madame, ce que je peux demander, par exemple, à nos compatriotes pour l'instant, c'est de ne pas être chaud d'y aller exercer leurs activités commerciales là-bas. Il faut les laisser. Nous devons prouver à ces gens qu'on peut vivre ça eux. Et maintenant, c'est à eux de nous prouver qu'ils peuvent aussi vivre ça nous. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas, ça ne peut pas être une lecture simpliste, mais le gouvernement ne peut que faire ce qu'il faut. Ça, c'est la diplomatie. Mais maintenant, chaque Congolais doit s'assumer. Le problème de la décision d'un État ne vient pas seulement du gouvernement. On peut tous s'assumer à prendre une décision. Face à cela, j'ai vu la majorité de nos compatriotes. Il y a un bon nombre qui ont décidé d'eux-mêmes à quitter et laisser tout. Ils ont tout laissé à Brazzaville. Ils sont venus. On va voir si nos compatriotes là ne vont pas continuer à vivre. On n'a pas vu les policiers brazzavillois traquer les Béninois, les Sénégalais, les Nigérians qui vivent là-bas chez eux. Est-ce à dire que la prostitution, la criminalité, elle est propre des Congolais de Kinshasa? Mais non, madame. Qui ne connaît pas les Congo-Kinshasa? Nous sommes un peuple fier, madame. Nous sommes un peuple fier. C'est connu dans l'histoire des nations. Nous sommes un peuple propre. Nous sommes un peuple qui a une vision. Nous sommes des panafricanistes. Le mot panafricaniste, si à Brazzaville, chaque année, ils fêtent la fête de Lumumba, c'est par rapport à quoi? Ça a des valeurs panafricanistes. Alors moi, je pense que ce qui vient d'être fait à Brazza, ça serait difficile pour l'histoire de nos relations que ça s'oublie. Et il y aura toujours des conséquences. Croyez-moi, madame, il y aura toujours des conséquences. Ça, je vous l'ai dit de manière sincère. Je ne pense pas qu'un Congolais responsable, aujourd'hui, a le goût de traverser même à Brazzaville pour aller prendre son avion ou passer par Brazzaville. Je ne crois pas. Kinshasa, le gouvernement de notre pays exige du Congo-Brazzaville la réparation de tous les préjudices infligés à nos compatriotes. Mais comment ça va se faire selon vous? Quel est le prix, par exemple, pour restaurer la dignité d'une femme qui a été violée? Violée, voilà. Mais voilà, vous venez de donner la réponse. Et même plus grave, il y a plus grave que ça, madame. Brazzaville a reconnu officiellement qu'ils ont expulsé que 2000. Sur 146 800. Bon, il y a maintenant 146 800. Ils disent que ce sont des retours selon volontaires. les données. Bon, mais madame, est-ce que vous ne voyez pas que même la traitée à question, même les histoires de commission là, il n'y a pas eu la sincérité? Comment vous allez établir des résolutions sur manque de sincérité? C'est un mariage qui est condamné à la divorce. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, si j'ai un appel à l'ensemble de nos compatriotes, c'est de suspendre tout contact avec Brazzaville à ce qui concerne les Congolais. Moi, je ne suis pas l'officiel congolais pour décider. Mais à ce qui concerne nos compatriotes, je leur demanderai, pour tout celui qui croit qu'il ne peut vivre que dans l'humiliation de Brazzaville, de ne plus y aller. Nous les laissons dans leur pays, nous allons nous battre dans notre pays et l'avenir, ça va nous dire quoi. Sassou Nguesso et Paul Kagame du Rwanda entretiennent aujourd'hui les meilleures relations du monde. Et pour beaucoup d'observateurs, Sassou Nguesso utilise ces expulsions pour infiltrer des citoyens rwandais, des sujets rwandais, pour justement déstabiliser le pouvoir de Kinshasa de Joseph Kabila.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, madame, dans ça, je n'ai pas totalement les éléments, mais je crois que ce sont des rumeurs qui circulent un peu partout. Oui. Et très souvent, les rumeurs dans notre pays ici, ça s'avère toujours vrai. Mais ce que je dois vous dire, que avoir une complicité avec le Rwanda pour déstabiliser le Congo, quand on voit la proximité de nos deux capitales, l'un de ces capitales, peut-être, ils ont 700 000 habitants, l'autre a 13 millions, et dire que vous allez déstabiliser ici, madame, je pense que ce sera difficile. Et je crois que l'avenir va nous dire quoi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une histoire qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut l'arrêter tout de suite là, et laisser les Congolais brazzavillois vivre dans leur pays, nous aussi, revenons dans notre pays, et c'est peut-être une occasion pour moi de lancer un appel à tous nos compatriotes, femmes, hommes et enfants, qui est encore à Brazzaville, de retourner dans notre mère patrie. Nous allons nous battre dans notre pays, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finiraient un jour par apparaître, et nous allons préserver notre dignité. Madame, vaut mieux vivre dans la pauvreté, mais dans sa dignité, que vivre dans cette humiliation-là. Et ça me fait très mal. J'ai vu la majorité des femmes ici. À quand il y a eu ce qui s'est passé à Makobola, ce qui s'est passé au nord aussi du Kivu, sur les femmes, il y a eu des marches terribles. Mais ce qui s'est passé à Brazzaville, je n'ai pas vu tout cet arsenal de femmes congolaises qui ont l'habitude d'initier des marches. Si elles se sont mobilisées. Et ça, madame, je vu un groupe de femmes qui ont fait des porte-à-porte à tous les ambassades. Je les félicite en passant. Mais je n'ai pas vu les mobilisateurs qui ont toujours lancé des appels à mobiliser les femmes à marcher contre tel ou tel. Et je condamne avec énergie. D'accord. La manière dont on a interdit les étudiants de manifester. Non, ça c'est l'expression de la volonté d'un citoyen parce que vous avez touché sa fierté. On comprend votre émotion. Et je tiens à le dire, madame, que les ressortissants de Brazzaville qui sont à Kinshasa, nous les garantissons que nous sommes des panafricanistes, ils peuvent rester tranquilles dans notre pays. Mais nous, aller dans leur pays, je crois qu'on verra dans les jours à venir. On a compris. Nous sommes à la fin de cette émission, mais je voudrais vous poser tout de même une question d'actualité. 8 mois après les concertation nationale, nous attendons toujours ce gouvernement des conventions nationales promis par le président de la République, et tous les opposants qui ont pris part à ces assises se sont retrouvés au sein d'une plateforme, se sont regroupés au sein d'une plateforme dénommée opposition politique avec comme autorité morale Léon Kengo Adondo. Vous n'y êtes pas, pourquoi les FONUS n'ont pas adhéré à cette opposition républicaine. Tous les opposants qui ont pris part à ces assises. Non, madame, vous savez, je vais vous dire une chose. En quelques mots, en tout cas, on a plus beaucoup de temps. Kengo Adondo, j'ai beaucoup de respect pour cette personnalité, mais néanmoins, et ce n'est pas pour autant que je vais éliminer tous les mal qu'il a fait à ce pays. Je pense que sincèrement... Quel mal a-t-il fait à ces pays? Kengo Adondo, c'est Kengo Adondo qui a supprimé la bourse des étudiants dans ce pays. Et quoi d'autre? C'est Kengo Adondo qui a assassiné la démocratie à la conférence nationale souveraine. C'est Kengo Adondo qui a arrêté et les musiciens et les politiciens, dont notamment Luambo Makiadi et moi-même. C'est Kengo Adondo qui... Non, madame, écoute, si je dois faire le bilan des kenguismes, c'est un virus, c'est plus dangereux que tout autre virus. Je vous l'ai dit très sincèrement, M. Kengo Adondo n'a jamais fait l'opposition. Il ne peut pas incarner l'opposition. Aujourd'hui, il réclame la primature, sa plateforme, il ne peut pas les voir à la primature. Mais Kengo va chercher la primature, madame. Quand Kengo était 4 fois Premier ministre de Mobutu dans ce pays, un franc congolais valait $2. Et là, c'était un système monolithique. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour ce pays. Il n'y a pas même une route asphaltée pendant que Kengo était au pouvoir. Mais on avait un pont pour Lunda Bololo. Mais pour Kengo, il n'y a jamais eu. Vous savez, madame, Kengo, il est tout sauf bon pour gérer ce pays. C'est un produit politique et purimé. Il n'est plus consommable dans l'opinion congolaise. Il a été à la primature 4 fois de suite. Mais il a été 4 fois dans un système dictatorial pour faire la répression. Il peut faire la majorité des Congolais qui sont dans la diaspora aujourd'hui, dont vous appelez ici des combattants, etc. Mais tous ces gens ont fui comment? C'est par Kengo Adondo, madame. Mais nous sommes ici, nous sommes des résistants. Hein? Donc, dire aujourd'hui que non, Kengo revient, mais tous les efforts que nous avons faits dans ce pays, les combats que nous avons menés, d'autres qui nous ont rejoints dans ce combat par la voie des armes et qui ont triomphé le moubutisme. Mais madame, à l'amener Congo au pouvoir, c'est aller dans le moubutisme sans Mobutu. Alors tous ces gens, on les a tués pourquoi? N'est-ce pas les prix à payer pour la cohésion nationale? Mais quelle cohésion? Cohésion ne passe pas par Kengo. Kengo, c'est un produit politique et purimé, je viens de vous le dire ici. Qui vous dit que la cohésion passe par Kengo? Alors il est devenu qui alors, d'après vous? Parce que vous, les journalistes, c'est vous les faiseurs des rois dans ce pays. D'après vous, Kengo, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est à vous de répondre à cette question. Mais rien du tout. Bon, on a compris. C'est un homme qui est déjà vers la route de la retraite.
On a compris. C'est voilà. la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de détailler ce que je devrais détailler. Merci beaucoup. Je crois que les Congolais ont attendu ce que je pense dans tous les sujets. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi ce magazine. C'était un bonheur de vous le présenter. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, Inch'Allah.